c'est quoi le manga le plus no limite que vous ayez jamais vu? En commençant nos recherches, on s'imaginait parler de Gambling School qui érotise les jeux de hasard, de Prison School qui s'amuse de torture 18 ou de Devilman Crybaby qui dépeint l'humanité dans ce qu'elle a de pire. Mais très vite, c'est un autre nom qui s'est imposé sur les forums et Reddit. Redo of Healer. Un jeune homme se voit confier le pouvoir de soigner, mais avec un coup, revivre le traumatisme de ses blessés. Il ne le supporte pas, refuse donc de l'utiliser. Pour l'y forcer, la princesse du royaume lui fait ingérer des substances illicites, lave son cerveau, le transformant tout docile. Réduit à l'état d'une poupée plus, torturé pendant des années, quand il retrouve ses esprits, seul lui reste son désir de vengeance. Il remonte alors le temps grâce à un puissant artefact, puis démarre sa vendetta. C'est le genre d'histoire qui a son intérêt, la descente aux enfers d'un homme rongé par son passé qui abat sa colère sans distinction. Une représentation très crue du cercle infernal de la violence, ses conséquences, ses atrocités dans la plus pure tradition de la dark fantasy. Hubelblatt, Dungeon Seeker ou Berserk. Sauf qu'ici, c'est raté, excessivement mal écrit, Redo of Healer n'a quasiment aucune cohérence. Tout est prétexte pour montrer des scènes dénudées de gore, de torture, dont beaucoup de V-word subis par le héros ou même commis par lui. Alors oui, c'est glauque, révoltant parce que ces sujets le sont, mais c'est loin d'être suffocant. Fais très attention à ce que tu vas dire. Ouais, l'horreur est ici thématique, mais pas psychologique. Chaque scène est fétiche. Pensé pour répondre aux fantasmes d'ados mal dans leur peau. Un choix qui fait perdre à Redo of Healer toute puissance subversive, l'empêche de raconter quoi que ce soit d'intéressant, ça empile juste des clichés les plus rincés, genre l'esclave femme bête qui est une loli. Normal les potes, c'est un animé putaclic. Dans la même veine que Goblin Slayer, il cherche à attirer les edgy avec du contenu faussement mature. Et l'auteur, il assume. 実はこれは割と計算で売れると思って企画したプロジェクトで復習が一つになったから売れたんだなって思ってます。 Son rêve depuis l'adolescence, c'est être auteur de light novel, des romans illustrés. 12 séries publiées en 5 ans dans l'indifférence générale. Tant pis, il décide de jouer la méta. Il étudie ce qui marche et il opte pour une vengeance. Les lecteurs adorent ça, mais se lassent vite quand le héros a une rédemption. Il surfe donc sur cette frustration, en assumant une vendetta hardcore graphique, mais qui se veut le moins oppressante possible pour ne pas trop gêner le lecteur. Voilà pourquoi il fétiche volontairement des actes répréhensibles. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis. けど復習でこんなのエロいことってなったら見てて楽しいですよね。 Pour un spectateur lambda, c'est malaisant, mais les amoureux du genre adorent. Et n'imaginez pas une bande de chômeurs de 40 ans, il y a beaucoup de femmes dans son public. Alors oui, le résultat est controversé, mais encore là, c'est calculé. Avoir des haters rend les fans encore plus passionnés et dépensent encore plus. Les Blu-ray non censurés se vendent notamment très bien. Ce business model, c'est celui de centaines d'autres animés érotiques, les ecchi, et certains dépassant souvent la limite du moral. Par exemple, Worlds and Harem qui réalise les pires fantasmes des hommes, Harem of the Labyrinth in Another World qui fait l'apologie du commerce mature. Et puis, il y a celui qui a retourné internet en 2023, la définition même d'un animé qui va trop loin, My Life as Inukai-san's Dog. Attends, elle se tape un chien là? Alors, suis un peu, elle se tape un mec de sa classe qui était en chien sur elle et qui s'est retrouvé dans le corps d'un chiot. Encore une réincarnation, c'est un bon genre pour dégénérer ça aussi. Et vas-y que je me réincarne en distributeur, en source chaude, en pomme, en Vladimir Poutine. Ou en ch**. L'animal, hein, chef. Ok, donc le mec est transformé en chien et prend des bains avec la meuf dont il est amoureux, ça pose déjà problème. Mais en plus, elle-même a des fantasmes sur les animaux, pas les joueurs de League of Legends, sur l'urine et d'autres choses. Le manga va encore plus loin, tentacule, chapitre bonus avec des nanas en RP chien, j'ai envie de canner, mais il y a quand même des mecs qui trouvent ça tellement bien qu'ils commentent chaque chapitre sur Reddit. Attendez, il faut juste tout cramer avant que ça se propage. Laissez-moi faire. Garde tes flammes, colonel. Là encore, tempérons. L'auteur choque pour vendre. Son côté what the fuck Japan a agité les fans de manga mainstream qui ont fait gratuitement de la pub. Une fois le succès garanti, il retourne au code de la comédie romantique classique avec le héros qui redevient humain. Car oui, plot twist, c'était juste une expérience scientifique. Alors ça reste malaisant parce que il alterne entre les deux formes, mais c'est pas aussi cringe que vous l'imaginez. Ok, oui, peut-être un peu. En vrai, il y a pire. J'ai un ecchi qui a été annulé par sa plateforme de streaming aux USA, puis par Amazon Video, et même par son diffuseur japonais, Interspaces Reviewer. Deux aventuriers qui mènent ensemble une quête grandiose pour assurer la paix et l'union de tous les peuples.
Ouais, c'est des touristes qui évaluent les bordels, font des classements, des notations, des critiques précises pour déterminer quelle est la meilleure espèce de fantaisie au lit. Un job qui rapporte. Aucune limite bien sûr, fille poulpe élémentaire ou mort-vivant. Tout est montré à l'écran. Chez nous, les plateformes légales n'ont diffusé que des versions censurées, mais au Japon, il y a la 10 plus, en Blu-ray, bien entendu. Ça a eu son petit buzz. Des youtubeurs américains en ont parlé, attiré plein de gens qui ont adoré, le propulsant en deuxième place sur MyAnimeList. Et ça reste aujourd'hui encore plutôt bien noté. Je l'ai vu pour préparer cette vidéo, bien entendu. C'est 13 secondes degrés, bourré d'humour et constamment à la frontière du H. Ça, c'est ok. Par contre, il y a un point où il va beaucoup trop loin. Épisode 3, les héros se métamorphosent pour se mettre à la place de leur partenaire. Faut pas déconner, ils qu'avec des femmes, s'agirait pas trop de déranger le spectateur moyen. Hein. Le problème, c'est lui, un hobbit qui devient une petite fille qu'on fout à p***. Avant de la faire avec une autre gamine, on sent qu'ils ont voulu esquiver les ennuis en montrant le moins possible, mais heureusement c'est pas passé. L'animé était déjà trop borderline, à cause de cet ange, personnage principal à l'apparence très juvénile. Les scènes qui l'impliquent sont toujours très limites, surtout dans l'épisode 9, où son côté enfantin ressort beaucoup. Oh, c'est vraiment gerbant. Ça les a pas empêchés de sortir un Blu-ray de luxe aux USA, non censuré, quand il y a du pognon à se faire. Hein. Ton exemple témoigne de l'omniprésence d'un truc malsain dans les productions japonaises qu'on retrouve dans cet animé, comme dans Redo of Healer d'ailleurs, les lolis. Des gamines mineures, souvent très jeunes, mises en scène pour attendrir le public avec un côté mignon, faire rire par leur innocence ou attiser le désir de protection. Ah, déjà ça craint. Ça nous a donné des mangas trop choux. On adore Anya de Spy X Family ou alors les filles d'Ankeon et puis Usagi Drop, un homme qui prend soin de la fille illégitime de son grand-père. Une belle relation père-fille qui se noue entre les deux sans rien de gênant. Oui, à la fin, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas liés par le sang, donc se mettent en couple et veulent des bébés, pas gênant du tout. Alors uniquement dans le manga, le réalisateur de l'animé, il a refusé de mettre ça, comme moi dans ma mémoire, hein, si. Hein. Te voile pas la face, très souvent quand il y a des lolis, ça finit mal. Elles sont souvent mises au cœur de fantasmes avec plus ou moins de justification. Le fameux vampire millénaire ou le protagoniste qui rajeunit pour que cela soit légal. Les fans de Mushoku Tensei, on vous voit, vos excuses, elles ne prennent pas avec moi. Et malheureusement, c'est devenu automatique dans la culture japonaise actuelle. Animé, jeux vidéo, romans, s'il y a un harem, il y aura quasiment systématiquement une gamine amoureuse du héros ou à minima mise en scène pour attirer les amateurs de couettes. Pardon quoi? De déesse millénaire réincarnée? Ouais, ça doit être ça, ouais. Après, il y a des auteurs qui l'exploitent bien, genre Higehiro, un salaryman qui récupère une lycéenne fugueuse, la meuf se décide et en fait, le mec est normal, et donc il refuse. Toute l'histoire, c'est juste ce mec qui aide cette fille à revenir dans le droit chemin et ne pas coucher avec parce que raison A, c'est une enfant, raison B, c'est une enfant, raison C, c'est une enfant. Il va l'aider à se reconstruire, et c'est juste trop bien. Excuse-moi, mais c'est quel pourcentage des œuvres avec des lolis ça? Y en a combien qui finissent juste par virer full malsain? Ah, t'es vraiment le roi des déjeunes. Non mais il se fait juste l'avocat du diable, regarde. Teromik, Tsugumomo, tu trouves ça défendable? Alors, c'est pas si mal comme manga. On est avant tout sur un gros truc de baston fantasy un peu cliché, dans la même veine que Bleach. C'est bien dessiné, stylé, hypant, avec un bon mélange de romance et comédie. 32 tomes au Japon, régulièrement dans le top 50 des ventes, 2 saisons d'animé, il y a tout pour percer. Sauf que l'auteur est beaucoup trop horny. Il peut pas écrire 2 chapitres sans foutre ses personnages à p***. Et ce qui serait pas forcément gênant s'il y avait pas autant de gamines dans son cast. Et résultat, polémique et annulation du manga en France. Ce qui est totalement mérité donc. Alors oui, mais pourquoi lui plutôt qu'un autre? Enfin, des mangas lolicon, on en a plein de publiés chez nous, y compris des harems bien sexualisés. Ce qui est un problème. Oui, un problème. Parce que montrer des enfants dans des actes à caractère plus pour dénoncer ou alerter, c'est déjà questionnable. Mais quand c'est juste pour les mettre dans des fantasmes, c'est carrément répréhensible. À minima, il fallait une version épurée, ce que l'éditeur avait d'ailleurs prévu. Au moins c'était sauvable, c'est pas le cas de toutes les œuvres lolicon. Est-ce que tu connais Kodomo no Jikan? Publié au Japon en 2005, on y suit un jeune instituteur devant faire face à une classe difficile. Il ne sait qu'une chose, son prédécesseur n'a pas résisté. À quoi? C'est très simple, à l'envie de des gamines de 9 ans, présentées d'ailleurs comme des grosses allumeuses.
Ça fait à peine 5 minutes et déjà rien ne va. Comment t'en viens à montrer des gamines ou en cosplay qui aguichent leurs profs, avec bien entendu une version non censurée? Attendez un peu avant de vomir, lisez les commentaires, là c'est sur Nautilgion, et mention spéciale pour celui-ci. Un type sympathique qui se retrouve dans des situations pas possibles, mais qui a beaucoup de chance dans son malheur. J'adore! Bon, lieutenant, on est d'accord, je crame tout. Attends, oui, c'est un ecchi avec des gamines, mais regarde sur My Anime List. On est avant tout sur un drame social fascinant qui rappelle intelligemment les difficultés du corps enseignant, avec un humour efficace, des backstories poignantes et une écriture habile. Je vais te choper par le col, t'es pas sérieux là? Ah non, vous pouvez tout brûler. Je ne suis pas sûr d'avoir tout suivi, mais Fate, je crame ou pas? Pardon, mais Fate c'est épique, c'est grandiose, Des gamines à C'est une transformation de Magical Girl, tu sors tout de son contexte. Kaleid Liner Prisma Ilia, alors le nom est à rallonge, c'est un animé de comédie mignon qui mêle baston et slice of life. Et c'est regardé par un public de lolicon. C'est vrai, je le reconnais, mais l'animé lui-même, il reste pur, plein de combats chouettes et de moments adorables. C'est comme Darling in the Franxx qui se tape une sale réputation, au-delà de la qualité de l'animé, à cause de sa communauté. Une bande de trentenaires qui répète sans cesse que c'est tellement dommage, ça ressemblait beaucoup à l'avenir du mecha, alors qu'en fait ils ont juste envie de se courroie à la transmission sur des lycéennes en tenue moulante et en position absurde. Non, Fate, c'est totalement dégénéré. Alors j'avais effacé ça de ma mémoire. Ok, donc l'anime a été créé par des lolicons pour des lolicons, d'accord, très bien. Ça me sidère qu'on puisse encore défendre ce genre de délire. Même pour ses licences préférées. Comment on en est venu à trouver ça normal d'avoir? C'est compliqué, un sujet de vidéo à part entière peut-être. Mais j'ai une idée pour te l'expliquer simplement en s'intéressant à un autre animé qui a popularisé un autre fétiche de dégène. Oreimo. Une comédie sympa, avec de belles romances, naturelles, bien développées. Un des premiers animés à parler de la culture otaku, et même à la légitimer. À travers les yeux du héros, on découvre les maid cafés, les conventions, les idoles, le cosplay, le jeu vidéo. C'est une œuvre fondatrice, pleine de bienveillance, qui mériterait sa place parmi les grands classiques. Si seulement à la fin il pas sa sœur. Attends quoi, c'est ça ta romance naturelle? Alors pas du tout, les deux saisons en fait développent plein d'autres romances. Par exemple, le héros finit par choisir elle, les deux vont bien ensemble, ils sont très complices, je les adore, mais il l'attège pour accepter ses vrais sentiments, ceux pour sa sœur. Alors oui, il y a une tension depuis le début, mais les faire se marier, c'était pas une conclusion très satisfaisante. 誰も言わなかったみたいだから私がはっきり言ってあげる兄弟で恋人になるなんて気持ち悪いと思うよ Et c'est bien, elle a raison, sauf que elle, cette meuf-là, elle est montrée comme l'hystérique qui est remplie de haine car jalouse. Donc oui, le sous-texte valide les relations frères et sœurs. Un énorme gâchis qui a créé son lot de polémiques malgré le rétropédalage à la fin du dernier épisode. Pour son light novel suivant, Eromanga Sensei, l'auteur esquive le problème en précisant dès le début que nous ne sommes pas reliés par le sang. Il n'y a aucun gène commun dans notre patrimoine. Sauf que mec, tu trompes personne, t'as un caméo du couple d'Oreimo tout heureux à la fin de ton truc, on l'a vu, on sait sur quoi tu fantasmes vraiment. Après bon, je reconnais l'absence de lien du sang, ça rend ça au moins un peu moins malaisant. L'histoire d'un lycéen qui écrit des romans olé olé avec une gamine de 12 ans. Bien héros. Qui en plus est sa sœur. Lieutenant, il est où le moins malsain là-dedans? Je vais préparer mon feu de joie. Ah non mais dit comme ça, on pourrait penser que l'auteur est un gros déviant, et oui, il l'est, mais il a été influencé par un élément majeur de la culture otaku qui est au cœur d'Oreimo. Des jeux vidéo très japonais avec des écrans fixes, des dialogues et des choix, c'est les visual novels. C'est eux qui vont populariser les codes de la romance siscon, ou sister complexe, enfin bref, avoir envie de polymériser avec sa sœur. Bref, comme chez nous, au Japon, c'est un interdit social qui forcément attire son lot de fétiches. Ça a conduit à la naissance de petites communautés dans les années 80, alimentées par des auteurs populaires comme celle de Touch. Dans Miyuki, elle raconte les vacances d'été d'un mec qui rencontre une fille à la plage. Il tombe immédiatement sous le charme avant de découvrir que, c'est sa petite sœur. Pas liée par le sang, c'est un mariage. Alors oui, comme dans Domestic Girlfriend, c'est ce cliché qui a du vécu. Ces histoires restent rares jusqu'en 99, l'année où l'organisation japonaise qui évalue la morale dans les jeux vidéo retire sa règle qui interdit les relations intrafamiliales. Ça libère
populaire, tout un genre, les érogués, des visual novels de drague. Et en 2001, il y en a un qui va marquer cette sous-culture, Sister Princess. 12 filles, chacune avec une personnalité bien différente, qui sont toutes des petites sœurs. Alors non reliées par le sang, c'est toujours la limite. Manga, animé, suite, la licence grossit très vite, et 3 ans plus tard, elle s'élargit avec Koikaze, une romance entre une lycéenne de 15 ans et son frère de 27 ans, yes, suivi par Kissixis, un mec qui s'amuse avec 2 sœurs jumelles. Fin 2000, la réglementation se relâche encore, et le nombre d'œuvres avec Sister dans leur titre explose, toujours plus hardcore, comme Yosuga no Sora, un visual novel plus avec 5 filles romançables, incluant, ta sœur jumelle. Adapté en animé en 2010, qui, je te laisse regarder Maxence, hein, oula non. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, déjà, l'éléphant dans la pièce, pourquoi il y a 5 temporalités distinctes qui racontent 5 histoires différentes, dont une dans les scènes bonus? J'imagine que c'est pour faire plaisir aux fans, que chacun puisse voir sa fille préférée avec son happy ending, sauf que c'est giga brouillon, chaotique et incohérent. Ensuite, l'animation! Tous les efforts qui ont été mis dans le plus. Ah, ça, il y en a, hein. Très visuel qui valide des pratiques discutables. Un arc sur le héros qui a été V-word, mais tout va bien, la meuf était fraîche, il a bien aimé, donc c'est pas grave, hein. Bah oui. On va pas juger. 2008, Japon, une autre époque, une autre culture, de ces 2 épisodes-là, ils m'ont mis le démon. Mais faut surtout qu'on parle du dernier arc, là, le plus long, centré sur sa romance avec sa sœur jumelle. Bien entendu, il va la plusieurs fois, parce qu'elle est narco. Putain, j'en ai marre. Ah, attendez, ils se font attraper, les autres leur disent que c'est mal, ils culpabilisent, et le scénario les punit, les demeure, pas d'ending. Il te reste encore 5 minutes. Oh, pitié. Oh, ils ont survécu, partent vivre ensemble à l'étranger, le bonheur avec plein de galipettes, validation totale de leur relation. Qu'est-ce qu'on est censé en tirer de ça, Tero? Simplement, dans quel monde vivait l'auteur de Oreimo en 2008? Quand la publication commence, il est en galère, son œuvre précédente a bidé, annulée après seulement 4 tomes. Son leader lui conseille alors d'intégrer des éléments issus de la culture otaku. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a sœur dans le titre, pour surfer sur la mode éroguée, d'autant plus facile que pour lui, ça fait partie de ses propres fétiches. Au début, il reste soft, genre uniquement des sous-entendus, mais après 2 ans de publication et d'adaptation sur PSP qui n'a pas suffisamment récompensé les sentiments de la petite sœur, il se lâche, il assume totalement sa romance de dégène. Sauf que entre-temps, Oreimo est devenu mainstream. À sa sortie, le 4e tome est le light novel le plus vendu de l'histoire. À la fin de la publication, la série a écoulé 3,7 millions de copies. L'animé a aussi sa fanbase, les DVD et Blu-ray tapent des gros top 1 sans parler de sa popularité à l'étranger. Conséquence, les romances siscon, jusqu'ici très niche, se retrouvent exposées, normalisées et validées. C'est à peu près la même histoire pour le lolicon, et c'est en très résumé, un fétiche né dans des communautés dégènes qui a fini par s'imposer dans la culture mainstream, œuvre après œuvre. Donc, j'avais raison. C'est contagieux cette saloperie. Lieutenant, faut tout cramer avant que ça se répande. Restez derrière moi. Je vais commencer par Oreimo. Il y a peut-être un espoir. L'auteur, il a continué depuis. Et en interview, il a parlé d'un isekai. Alors, je sais pas où il en est, mais... Ah, je l'ai trouvé. C'est sorti il y a quelques mois et c'est déjà adapté en manga. Alors, un mec transformé en fille qui fait des tendons avec sa sœur jumelle, qui elle a désormais une aubergine sous sa jupette. Pardon. Et tout ça, c'est le résultat d'une expérience scientifique réalisée par la grande sœur, une lollycat girl, avec une petite tension qui pourrait aboutir à un triangle amoureux. Mais c'est quoi ce truc de maxi dégène? Ça a été top 4 des ventes à sa sortie en plus, mais quoi? Brûlez-les tous. La vérité reconnaîtra les siens. Non, je vous jure, on peut écrire des bonnes romances siscon. En les condamnant, j'en ai la preuve, Selector Infected Weak Sauce. Alors ça commence comme Keon, mais mélangé à Yu-Gi-Oh! Un petit slice of life tout mignon sur une meuf qui apprend un nouveau jeu de cartes à la mode, sauf que d'un coup, ça devient Madoka Magica. Gore, violent, parce que c'est plus qu'un jeu. Certaines filles obtiennent la possibilité de mener des duels spéciaux dans un monde parallèle. L'enjeu est plus grand, si elles gagnent suffisamment, alors elles peuvent exaucer un de leurs souhaits. Et la pote de l'héroïne, son rêve ultime, c'est que ça soit socialement accepté de avec son frère. Mais dans Weak Sauce, cette relation intrafamiliale, elle est très critiquée.
C'est pas juste des mots, on nous montre que ça les ronge, que ça leur pourrit leur vie. Sauf que au lieu d'aller chez le psy, eh ben ils jouent aux cartes. Voilà une bonne façon d'écrire une œuvre siscon. Comprendre ses relations tout en les condamnant, ne pas en faire l'apologie et encore moins les fétichiser. Ça vaut également pour le lolicon, le V-word ou même l'ultra-violence. Parce que si jusqu'ici on a surtout parlé d'érotisme, il faut pas oublier qu'il y a d'autres façons d'aller trop loin. Et notamment de le faire très mal, genre Elfenlied qui fait genre beaucoup de jus de tomate pour faire frissonner des ados alors que bon bah c'est pas grand chose. A l'inverse, on peut chercher de meilleures représentations qui marquent davantage le spectateur. Par exemple, la pizza dans Perfect Blue. Soudain, brutal, en décalage avec la musique, à couper le souffle. Ce film, c'est loin d'être le seul à laisser des séquelles. Made in Abyss, Madoka Magica, Gantz ou alors le tombeau des Lucioles, car oui, il n'y a pas forcément besoin de litres d'hémoglobine pour choquer. Après bien sûr, le gore c'est un peu particulier, certaines œuvres vont volontairement trop loin pour le rendre absurde comme dans Chainsaw Man. Mais du coup, c'est prendre le risque de le rendre banal ou désirable. Si tu veux être sûr d'être compris, il faut mieux être explicite dans sa condamnation. Et ça vaut pour tous les sujets qu'on a évoqués, et d'autres, comme par exemple le racisme. Ah, ça c'est pour toi Maxence. Oserais-je te rappeler que ton animé préféré fait l'apologie des crimes de guerre japonais? Ah ouais. mais ça va, SNK, hein. Bon, c'est moralement ambigu, très violent, certes, mais bien écrit, condamnant justement la haine. Si tu veux vraiment un truc qui va trop loin, Young Again in Another World. L'artiste est ouvertement raciste sur Twitter, ayant décrété la Chine comme le pays des insectes et la Corée comme celui des agresseurs. Et pas qu'une fois, hein, conduisant à l'annulation de l'adaptation animée. Faut dire que sa haine transpire dans son œuvre. Son héros est un super soldat japonais qui a tué 3700 Chinois pendant la Seconde Guerre mondiale, autour de 2000 avant et après. Il se réincarne dans un monde de fantasy et va être récompensé pour ses actes. On aurait pu voir ses tourments intérieurs, sa culpabilité ou à l'inverse dénoncer son impassibilité. Mais non, il a massacré des Chinois, yes, c'est cool. Bah non en fait. Même si l'auteur voulait défendre son racisme, il aurait mieux fait de questionner les actes de son personnage, montrer les problèmes que cela soulève pour les individus comme pour la société. C'est comme ça qu'on rend une œuvre intéressante et impactante. Genre, lisez Monster, infiniment plus suffocant que n'importe quel truc de dégène, pareil pour Berserk avec les mêmes sujets que Red of Healer, mais on en ressort beaucoup plus trauma. Et ça vaut aussi pour Perfect Blue dont on parlait avant. Les trois sont pourtant rarement cités comme allant trop loin, pas plus que Bonne Nuit Poun Poun qui est infiniment plus éprouvant à lire lui aussi. Mais alors c'est quoi la différence? Bah en fait on l'a dit plus tôt, les trucs de dégène sont créés par des dégènes pour satisfaire les fantasmes des autres dégènes. Les auteurs fétichisent des tabous pour rendre leur œuvre populaire, et ça c'est une bonne raison de les détruire tous jusqu'au dernier. Alors excusez-moi, mais vous jetez le bébé avec l'eau du bain là. Non parce que entendons-nous bien, Siscon, Lolicon, Zo... Tous ces trucs juste illégaux, ça devrait être banni. Mais il y a quand même des œuvres à sauver dans les communes perçues comme dégènes. Attends, lesquels? Tes isekai là? Avec des héros surpuissants, des harems et toutes les merdes là? C'est juste des chômeurs qui ont pas lâché leur d'ado de 12 ans et qui se retrouvent sur des forums, c'est fou le cancer. En vrai, c'est juste ta perception des choses, parce que t'as pas les codes du genre. Alors j'appelle ça personnellement le syndrome Sword Art Online. À la base, c'est un web novel écrit par un mec seul dans sa chambre qui n'a jamais vu de meuf. Le chapitre 16.5, genre celui où le héros fait la bête à dodo, c'est le truc le plus vierge de l'histoire de l'humanité. Et ça pose aucun souci, parce que c'est destiné à une petite communauté qui partage son vécu. Il y a en fait tout un univers parallèle d'œuvres très niches et un peu bizarres qui, pour certains, tiennent un vrai propos. Genre prends le webcomic Onani Master Kurosawa, l'histoire d'un mec qui est profondément misogyne et qui décide de devenir un maître en se chauve le burlesque. Un jour, il se fait surprendre, il commence à nouer une relation et il comprend que détester des meufs, eh bah c'est pas une personnalité. Voilà une belle leçon de vie qui aborde avec justesse des thèmes variés mais qui est resté dans son coin. Et c'est très bien parce que le concept est un peu bizarre. Sauf qu'en 2012, Sao explose. Ses codes ultra niche et une œuvre sans limite dépassent leur audience cible pour arriver dans le monde normal avec des gens qui n'y sont pas accoutumés. Du coup, normal, ça a été directement vu comme des trucs de dégène, ce qui a contribué à toute la vague de haine envers Sao, alors que dans leur microcosme, bah c'était juste le kiff des gens, et y a rien de mal à ça. Gna 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 gna, microcosme, allez, j'ai envie de crever. Et tu devrais les remercier, heureusement qu'ils sont là pour briser les tabous. Tu es en train de nous dire qu'on n'a pas compris, Major Teromi, que vous allez m'expliquer tout de suite ses opinions, qu'il y a rien de mal à avoir quelques amateurs de couettes sur un forum, tant qu'ils restent dans leur coin, et qu'en plus, on doit les remercier pour avoir osé faire du lolicon. Ah oula, non pas du tout, je me répète, mais il vaudrait mieux l'interdire, à minima fortement le censurer. Mais il y a pas que ça, il ne faut pas oublier que la société japonaise est pétrie de tabous dont les œuvres mainstream osent rarement parler. Tiens, le mal-être scolaire ou professionnel, les isekai en ont fait le relais, genre un genre entier de héros qui sont heureux de
Peut-être que ça dit quelque chose de la société japonaise. On a besoin d'auteurs qui osent aller trop loin. Sans ça, on n'aurait pas de manga mature aujourd'hui. Parce que oui, ça aussi, ça vient de quelque part. C'était une sous-culture vue comme dégénérée à son époque. Le Gekiga. Avant tout, Major, tu as tout intérêt à être très solide sur tes appuis, parce que ça peut très vite mal finir pour toi. On en a déjà parlé sur cette chaîne. C'est plein d'auteurs qui voulaient repousser les codes du manga de l'époque pour aller vers quelque chose de plus libre. Alors il y a eu des déviances, notamment la naissance du lolicon au milieu des années 70, mais surtout des révolutions. C'est de ce microcosme qu'est issu Go Nagai, le papa de Goldorak et de Devilman. Son truc, choqué. Éducation aux choses de l'amour, héroïne forte et badass, ultra-violence, il n'avait aucune limite. Et quand on lui reprochait d'aller trop loin, eh ben il allait encore plus loin. Ça l'a amené à Violence Jack, l'un des mangas les plus hard qui existent. C'est pas une histoire de gentil héros qui sauve le monde, Jack est un monstre qui hante un Japon post-apocalyptique. Il apparaît lorsque le sang est versé pour accentuer le chaos ambiant, amenant mort et dévastation sur son passage. Ça raconte quelque chose, ça donne à voir les travers de l'humanité, les monstres qui se cachent sous les masques de la bonne réputation, et souvent, c'est de la violence pour la violence. Si ça sortait aujourd'hui, on hurlerait au dégène, et c'est sans doute un peu le cas. Mais en réinventant les codes, en repoussant les limites, il a ouvert une brèche et a été le pionnier de tout un genre. Sans Violence Jack, pas de Hokuto no Ken, pas de Berserk, et pas de plein de mangas bien gore que vous adorez. C'est possible qu'un jour, toutes les œuvres dont on vous a parlé marquent aussi les jeunes qui écriront les classiques de demain. Alors plutôt que de les condamner bêtement, il faut s'intéresser à ce qu'ils racontent et ce qu'ils représentent. Credo filler inspirant. Je suis tellement pas convaincu. Allez colonel, passez-moi tout ça au lance-flamme.